Bonjour. Cette semaine, sur les réseaux du Jardin du Psy, j'ai eu envie de tester un nouveau format, voir si ça vous plaît aussi. C'était amusant de tester ce nouveau format qui est en fait de choisir un thème pendant une semaine et d'essayer de le déplier comme ça. Donc vous retrouverez sur Instagram, LinkedIn, Facebook des posts qui parlent de ce thème-là. Et le thème en question de cette semaine traite des temps creux, des temps morts, des temps de pause qui sont très fréquents dans notre métier de psychologue, psychothérapeute, thérapeute en général, professionnel de la santé mentale. Surtout quand on est dans une pratique de ville, c'est-à-dire pas institutionnelle, parce que souvent quand on est en salariat institutionnel, on a des horaires, hein, tout bêtement, de présence. Alors il peut y avoir des moments de creux dans cette journée d'institution, ça dépend quelle nature du poste, on a quelle tâche, quelle charge de travail aussi on a. Bien souvent dans les hôpitaux, il n'y a pas de temps mort parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de travail et très peu de dotation psy, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'emplois pour les psys pour générer suffisamment de souplesse dans la charge de travail. Mais là, je vais peut-être plus me rapprocher de ce qu'on retrouve souvent dans l'exercice libéral, indépendante ou en tout cas psychothérapie de ville, puisque c'est un rapport au temps vraiment très particulier. Moi, je sais que j'ai eu besoin d'un certain temps et d'un temps certain pour m'habituer vraiment à cette façon de percevoir le temps et surtout à cette façon d'utiliser le temps d'une manière un peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire de manière générale quand on est salarié. Et j'ai été salariée dans le début de ma carrière, donc j'ai pu vraiment voir la différence entre les deux modes de fonctionnement. Et je sais que c'est souvent quelque chose qui revient comme quelque chose de challengeant, comme quelque chose de pas forcément facile à gérer en tant que professionnel, d'avoir des journées un petit peu éclatées en termes de charge de travail, de quantité de travail. On a souvent des consultations qui ne se succèdent pas. Et c'est quelque part bien, parce que quand ça se succède trop, quand ça s'enchaîne trop, c'est exténuant, c'est vraiment épuisant. Ça dépend dans quelle approche on va travailler aussi, mais dès qu'on va être dans une approche où on est vraiment proche de notre qualité de présence, de la qualité du processus thérapeutique, où on va avoir besoin d'agir et de mettre en mouvement notre compétence, notamment affective, parmi les trois compétences thérapeutiques, donc la compétence réflexive, interactive et affective, celle qui demande le plus d'énergie au thérapeute, c'est la compétence affective. Tout simplement parce qu'on se mouille émotionnellement dans le processus et on n'est pas simplement, alors je le caricature un petit peu, mais on n'est pas simplement dans je vais réfléchir à votre cas, mais je ne vais jamais rien ressentir. Il y a certaines approches qui fonctionnent comme ça. Et elles ont leurs avantages, ces méthodes-là. C'est pas la méthode que moi j'utilise, c'est pas la méthode non plus que je transmets, quand bien même l'aspect réflexif est de fait présent et on en a besoin et on le développe aussi à la fois dans les formations que je propose, mais aussi, j'ai envie de dire, tout au long de la vie du thérapeute, parce qu'on a besoin de bases théoriques, on a besoin de différentes grilles de lecture, de différentes grilles théoriques, mais on a aussi besoin de savoir transformer ces théories en application clinique, en application pratique. Et ça, on va le trouver notamment dans la compétence interactive, qui va nous permettre d'expliciter la théorie pour la faire passer dans la pratique. Donc là, on va par exemple avoir toute la psychoéducation qui va vraiment naturellement prendre sa place là-dedans, dans cette compétence-là. Mais la compétence affective, c'est vraiment celle qui nous demande le plus d'énergie disponible, le plus d'équilibre aussi, j'ai envie de dire, mental, psychique. Et on le voit tout de suite quand nous, sur notre perso, dans notre vie perso, on est impacté par des choses qui émotionnellement nous challenge, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué de se rendre pleinement disponible à nos patients comme si on n'avait pas de problème, nous, perso. C'est pour ça que le prendre soin de soi en tant que thérapeute, il est même 10 fois plus important que chez nos patients, en fin de compte, parce que si nous, en tant que thérapeute, on est un petit peu bancal sur nos appuis, sur le long terme, en tout cas, ça va poser problème. Après qu'on soit bancal de temps en temps, parce que c'est la vie, parce qu'on est humain, parce que voilà, on n'est pas des surhommes en tant que thérapeute, ça c'est normal, ça arrive, c'est pas très grave. Le truc embêtant, c'est si ça dure trop longtemps, qu'on s'en rend pas compte en plus, qu'on a des fragilités et que ces fragilités-là viennent impacter la qualité de notre travail. Mais quoi qu'il en soit, je reviens au sujet de base d'aujourd'hui, qui est le rythme particulier
dans la psychothérapie de ville, et notamment donc avec ces consultations qui ne s'enchaînent pas, donc comme je viens de dire, ça a aussi un sens positif, mais du coup ça a une contrepartie qui est des journées en trou de gruyère. Donc on va avoir, souvent les soirs sont très souvent pris parce que les patients viennent après leur travail, donc en dehors de leur heure de travail. On va aussi avoir des patients qui viennent sur l'heure du midi, et les week-ends si vous travaillez le week-end. Donc en gros, le thérapeute va travailler quand les autres ne travaillent pas. C'est une généralité parce que bien évidemment qu'il y a des patients qui viennent à des heures un peu plus conventionnelles au niveau du travail, et on en a besoin aussi, nous, tout simplement pour pas, j'ai envie de dire péter un câble de gestion complètement éclatée dans la semaine. Mais il faut quand même qu'on arrive à trouver des ressources pour gérer ces trous dans notre agenda, parce qu'on en aura, et le but est qu'on en ait en plus, parce que si on n'a pas de trou dans notre agenda et qu'on travaille, admettons, sur une base de 35 heures, c'est-à-dire qu'on n'a que cette activité-là en libéral, en indépendant, si on n'a pas de trou, ça veut dire qu'on est complètement surchargé, et ça veut dire que nos compétences thérapeutiques, elles vont être impactées, qu'on le veuille ou non. Peu importe les routines de soins, de care, de self-love, de tout ce que vous voulez, qu'on pourrait faire avant, pendant, après. Si vous êtes, je sais pas si vous tournez à 30 patients par semaine, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop quand on est, et là j'insiste aussi parce que ça dépend vraiment beaucoup des approches thérapeutiques, mais c'est beaucoup trop quand on est dans une approche où on met vraiment en avant et on priorise la qualité de présence, donc la qualité du lien. Et je rappelle aussi que parmi tous les facteurs d'efficacité des thérapies et des thérapeutes, le lien est quand même la première chose qui ressort, c'est-à-dire la qualité du lien qui va se créer entre le patient et le thérapeute. Ça, c'est vraiment les deux choses qui font que finalement une thérapie va être efficace. Alors, c'est pas, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, en termes de facteurs d'efficacité, mais on est vraiment sur un socle très fort d'efficacité quand on parle du lien, de la qualité du lien. En tant que thérapeute, on va aussi avoir besoin de gérer ce ressenti, ce vécu, cette impression qui est parfois vrai, de ne jamais vraiment couper. C'est-à-dire que quand on a une journée où on a des séances un peu disséminées, moi ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à réussir à me dire bon bah là je travaille 1 heure, et pendant 3, 4, 5, 6 heures parfois, je ne travaille pas. Et je ne travaille vraiment pas dans ma tête. Ou alors je décide de travailler mais sur d'autres choses, mais ça on y reviendra. Parce que sinon ce qui se passe, c'est qu'on travaille 1 heure, et puis pendant toutes les heures de pause, de creux, on va se sentir toujours mobilisé. Parce qu'on est dans notre journée de travail. On sait qu'on n'a pas fini notre journée de travail. On sait qu'il y a encore des séances qui arrivent après. Mais du coup, ça gâche, entre guillemets, un petit peu, et on ne peut plus profiter autant qu'on le pourrait de ces moments de creux, de pause, de repos, ou de productivité, ou de créativité. Mais encore une fois, tout ça, on va en parler après. Donc effectivement, on va avoir un peu de, alors c'est pas de team, mais de façon de ressentir la chose. Donc soit on va être sur le ressenti qui est le plus courant, en tout cas en début d'exercice, parce qu'on n'a pas eu le temps de se faire à ça, on n'a pas eu le temps de travailler aussi potentiellement nos croyances limitantes, parce que ça vient aussi travailler nos croyances limitantes sur le temps, sur la chronologie, sur le temps qui passe, comment on utilise notre temps, quelle est notre valeur personnelle quand on n'est pas au service de quelqu'un, ou quand on n'est pas en train de travailler alors qu'on serait censé travailler selon tout un tas de gens, la société, les injonctions qu'on a reçues, etc. Donc le ressenti le plus courant, ça va être une perte de temps, des espaces vides, peut-être un sentiment d'inefficacité qu'on va parfois d'ailleurs essayer de taire par des méthodes dont nous parlerons très prochainement dans la vidéo, qui ressemblent plus à de la fuite qu'à une vraie gestion de ce temps. Ça peut générer une fatigue si on se sent tout le temps mobilisé, bah justement parce qu'en fait on n'offre pas de moments de vraie pause à notre cerveau. Et donc la gestion mentale entre deux patients, elle est toujours activée, elle est toujours énergivore, j'ai envie de dire. Et on peut entendre déjà un peu le paradoxe entre finalement d'avoir la liberté d'une activité libérale, indépendante, nous fait rêver parce que on se dit que voilà, c'est nous qui décidons de nos horaires. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en réalité c'est quand même les patients et nous qui décidons, mais les contraintes sont partagées, les responsabilités aussi sont partagées. On se rend vite compte qu'il y a des fois, bah, on aimerait ne pas travailler à 19 heures, et puis en fait, si on veut lancer notre patientèle, si on veut faire en sorte que ça fonctionne, il va quand même falloir, à un moment donné, trouver des compromis, des entre-deux. Ça dépend aussi de la rapidité à laquelle on veut que ça se passe, hein, bien évidemment. Si vous n'avez pas de contraintes financières, bah, j'ai envie de dire, ok,
Il n'y a pas de problème à ce que ça prenne un peu plus de temps. Si vous travaillez pas dès 9h, si vous travaillez pas sur le temps du midi, si vous travaillez pas le samedi par exemple, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et en même temps, le paradoxe c'est qu'on a envie de temps, donc souvent on en a quand on est thérapeute, professionnel de la santé mentale, mais on sait pas quoi en faire quand il est là. Et on a une relation un peu ambivalente à ce temps libre, entre guillemets, qu'on ne... Enfin, je dis entre guillemets parce que justement, des fois, on ne se sent pas vraiment libre dans ce temps-là. Et donc, on va passer d'une stratégie de suradaptation à de la culpabilité, si on n'est pas productif, par exemple. La suradaptation, ça pourrait être tout l'inverse, c'est-à-dire que tous les temps libres qu'on a, on les charge de travail, on pourrait faire de la formation, on pourrait faire des lectures, on pourrait faire... Et en fait, on ne se vide jamais, entre guillemets, la tête. C'est pas possible de se vider la tête, mais on s'offre jamais de temps off, vraiment. Et c'est pas forcément bien non plus, parce que bon, bah, comme toute définition de la santé mentale, on parle de flexibilité et on parle d'équilibre. Donc dès qu'on est dans un des extrêmes, on fait trop ou on fait pas assez, forcément ça va pas générer quelque chose de très bénéfique et positif sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Finalement, on va pouvoir distinguer différentes façons de gérer ces temps creux. Et peut-être même plus que de les gérer, on peut essayer de les habiter, de les incarner, de vivre quelque chose pendant ces temps creux. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer notre façon de vivre la chose. On va plus forcément subir parce qu'on va se mettre dans un mode d'expérimentation. Alors on va faire en sorte que cette expérimentation soit plutôt positive, hein, parce que sinon, pas forcément intéressant. Mais on va avoir par exemple ce qu'on pourrait appeler un mode récupération. Donc là, ça va être plus pourquoi pas faire une petite sieste si on a envie, pourquoi pas faire une pause de rien. Ça peut être méditer, mais ça peut être aussi juste on se pose quelque part et on fait rien. C'est très bénéfique pour le cerveau de faire ça en fait de temps en temps et on le fait pas si souvent que ça. Alors quand je dis rien, c'est pas scroller sur son téléphone, c'est pas regarder une série, c'est pas, ça peut être éventuellement être dans de la contemplation. Je regarde par la fenêtre, le ciel, les passants dans la rue. D'où la méditation où en fait bon, on fait quelque chose puisqu'on médite, mais quand on médite, on est quand même sur une activité cérébrale qui est censée se calmer. Et ça aide d'ailleurs à se calmer. Donc ça peut être des choses comme ça. Ça peut être très bien faire de la respiration, ça peut être aller se balader si possible idéalement en nature, parce que du coup il y a aussi cet effet calmant et vraiment rafraîchissant, j'ai envie de dire, on change littéralement d'air quand on est dans un cabinet de psychologie, de psychothérapie, ou quand on est entre deux arbres, par exemple. On va aussi pouvoir parler du mode consolidation, entre guillemets. Donc là, on va être plus dans, je dis consolidation en termes de compétences, en termes de posture de thérapeute. Donc on va être dans, est-ce que je prends mes notes pendant ces temps creux, est-ce que j'en profite pour prendre mes notes, ou affiner mes notes, si j'ai pris des notes un petit peu rapidement après les séances, ou pendant les séances pour ceux qui prennent des notes pendant les séances. Est-ce que je peux profiter de ces temps creux pour faire un temps de réflexion post-séance? Donc moi c'est ce que j'ai, enfin c'est pas, il n'y avait pas que moi qui l'appelle comme ça, mais c'est ce qu'on appelle la pratique réfléchie, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir à sa pratique, non pas pour se culpabiliser. L'idée c'est pas de refaire le scénario en se disant mais j'aurais pu mieux faire, etc. Mais c'est d'argumenter. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Si j'avais fait ça différemment, ça aurait apporté quoi d'autre, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de tester du coup la prochaine fois? C'est quoi ma stratégie thérapeutique? Comment je peux affiner ça? Tout ça, j'en parle dans la formation psychothérapie, comprendre, ressentir, agir. Je parle notamment de la pratique réfléchie, je parle de la prise de notes et je parle de la gestion du temps justement et de se prendre soin. Il est prévu d'ailleurs que je fasse une formation, enfin j'ai déjà tout le contenu, il faut juste que je m'enregistre et que je la mette à disposition, mais que je fasse une formation sur la stratégie thérapeutique, donc vraiment comment construire sa stratégie thérapeutique avec chaque patient et comment être à l'aise avec la navigation comme ça du processus thérapeutique qui va affiner au fur et à mesure cette stratégie thérapeutique qui est de fait malléable entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est censée être fluide. Hein. Si on est dans une stratégie thérapeutique trop rigide, alors soit c'est parce qu'on est dans une approche thérapeutique qui est très protocolaire, qui est très standardisée, et dans ce cas-là, ça peut expliquer pourquoi c'est rigide,
Encore une fois, moi, c'est pas vraiment ma conception de la thérapie. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant, autant pour le thérapeute que pour le patient, d'avoir une stratégie thérapeutique fluide qui s'adapte à ce qu'on a fait avant, à ce que le patient vit au fur et à mesure de la thérapie. Parce que surtout si on est sur des thérapies longues, bah, le patient il va aussi changer au niveau identitaire, au niveau ressources, au niveau environnement, au niveau contexte de vie. Et finalement, si on reste dans quelque chose de très protocolaire, ça peut, à mon sens, hein, enfermer un petit peu la croissance du patient. Et on peut louper les choses, ça c'est dommage. Dans le mode consolidation, on va aussi bien évidemment avoir tout ce qui est petite lecture courte, donc s'il y a un article, s'il y a un podcast. Ça peut aussi, moi je ferais rentrer tout ce qui est formation bien évidemment dedans. Lecture, on va dire que c'est des formations un peu autodidactes, mais ça peut être aussi voilà, les formations qu'on suit, formation en ligne, formation alors en présentiel, ça va dépendre de comment vous faites marcher votre agenda. Mais c'est vrai que c'est l'avantage aussi des formations en ligne, c'est qu'on peut les regarder à n'importe quel moment et du coup, bah, si vous avez des trous dans votre journée, hop, un petit bout de formation. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus. C'est vrai que je faisais beaucoup de formations présentielles au début parce que j'avais envie d'être présente et puis c'était possible aussi en termes de géographie. Et maintenant, je vais chercher aussi des sources bah, qui ne seraient pas forcément accessibles en présentiel. Et bah du coup, ça me permet de les voir un petit peu quand je veux, que ce soit quand je me réveille si j'ai envie de regarder ça, ou dans la journée, ou le soir. Enfin, en fait, aussi selon votre rythme à vous. Autre mode pour utiliser ces temps creux, le mode que j'ai appelé création. Alors, création, ça peut dire tout un tas de choses, ça va dépendre aussi de votre pratique. Moi, je sais que c'est des temps où j'utilise ces temps creux bah, justement pour proposer du contenu comme celui-là, donc réfléchir à ce que je vais pouvoir transmettre, mettre en œuvre tout ça, donc pour moi c'est vraiment de la création. Mais ça peut être aussi, et là ça va être un peu un hybride, parce que je mets aussi la formation là-dedans. Pourquoi? Parce que je trouve que la formation n'est pas uniquement un moyen d'engranger des connaissances. Heureusement que ça l'est, parce que c'est censé aussi l'être. Mais pour moi, une vraie bonne formation, c'est pas une formation qui vous donne juste des éléments théoriques déjà, mais même des éléments de d'adaptation de théorie pratique, ça va être aussi une formation qui va vous faire réfléchir. C'est une formation qui va vous donner envie d'agir, qui va vous donner envie de tester, d'expérimenter avec vos patients, peut-être même avec vous-même en fonction des outils et des connaissances, des points qui sont abordés en formation. Et du coup, c'est pour ça que je le mets aussi dans le mode création, parce qu'il y a vraiment cette idée de tiens, j'ai vu ma formation dans mon mode consolidation, là, pendant mes temps creux, et là, je passe en mode création, c'est-à-dire que je repense à ma formation, au petit bout de formation que j'ai vu, ou à la lecture que j'ai fait, si c'est pas de la formation, et comment j'ai envie de l'utiliser, comment j'ai envie de l'incarner, comment j'ai envie de l'intégrer à mon quotidien de professionnel de la santé mentale, à mon quotidien de thérapeute, avec quel patient ça pourrait matcher. Et là, en fait, vous êtes même dans un hybride avec le mode consolidation, parce que bah, vous êtes aussi en train de faire de la pratique réfléchie quand vous êtes sur des questions de avec quel patient ça pourrait matcher, comment je pourrais m'y prendre, comment je pourrais lancer une séance avec cette idée-là, comment je pourrais lancer une perche, etc. Et ce qui est magnifique, c'est que quand vous faites ça, vous êtes en train de bouger aussi votre compétence interactive, parce que vous vous demandez comment vous allez le dire, comment vous allez l'amener à votre patient. Vous êtes en train de bouger votre compétence réflexive, parce que vous êtes en train d'intégrer des connaissances que vous avez vues en formation pour pouvoir les redélivrer et les réutiliser surtout à bon escient pour le processus thérapeutique. Et on pourrait même dire que vous êtes en train aussi de bouger votre compétence affective, parce que quand on est sur des réflexions de tiens, comment je pourrais faire cette connaissance un peu plus la mienne, c'est-à-dire s'approprier un petit peu plus ce qu'on vient de voir, comment je pourrais l'incarner dans le mot incarner, je trouve qu'il y a quand même cette idée de d'identité et d'émotion dedans. C'est difficile à décrire, je trouve, mais il y a vraiment cette notion de comment je peux m'aligner à l'intérieur de moi avec ça. Quel bout j'ai envie de garder de ce que je viens d'écouter, de voir en formation? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Et en fait, quand on est là-dessus, on est forcément en train d'activer un petit peu notre compétence affective. C'est un peu une extrapolation que je dis là, parce qu'en fait, dans la compétence thérapeutique affective, on est quand même plus sur comment le thérapeute ressent, accueille et utilise au service du processus thérapeutique les émotions de son patient. Il y a un phénomène de résonance avec nos propres
notre propre monde intérieur. Mais voilà, donc bon, j'extrapole un petit peu, mais je trouve que c'est intéressant de le remettre aussi dans cette catégorie-là. Et dans le mode création, je mets aussi tout ce qui est supervision. Parce que bien qu'on pourrait le mettre dans le mode consolidation aussi, hein, vu qu'on est vraiment sur une montée en compétences, on va décortiquer un cas clinique, etc. Mais je trouve que, un peu comme la thérapie, la supervision, c'est une forme de co-création. Dans mon esprit et dans ma vision et dans la façon dont je délivre aussi mes supervisions en tant que superviseuse, je ne suis pas du tout dans une approche de moi je sais tout et je vais apprendre à me superviser ce que je sais. Alors des fois je transmets des infos parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour leurs accompagnements ou la problématique qui m'amène si c'est une problématique transversale sur, je sais pas, leur légitimité, les vécus en tant que thérapeute qui sont en train de vivre, etc. Mais néanmoins, ça devrait pas prendre toute la place parce que sinon en fait ça remplace une supervision avec une formation et du coup c'est alors d'une bizarre et c'est très cher aussi parce que la supervision, les heures de formation au prix d'une supervision c'est excessif. Et puis ça crée une relation aussi assez spéciale entre le superviseur et le supervisé, à mon sens. Donc pour moi, la supervision, c'est une co-création de, ok, le supervisé va dire au superviseur, ou en tout cas s'il ne le fait pas, c'est au superviseur de demander au supervisé, à mon sens, qui il est en tant que thérapeute, comment il a envie d'agir en tant que thérapeute, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre et peut-être pourquoi il n'y arrive pas. Et ça, c'est justement le pourquoi il n'y arrive pas, c'est un petit peu le sujet de la supervision. En tout cas, ça peut en faire partie. Que ce soit individuellement en tant que thérapeute ou avec un duo thérapeute-patient. Donc soit on va être dans une supervision clinique, un peu classique, soit on est dans une supervision didactique où on va parler de la posture du thérapeute. Bien évidemment, dans le mode création, pour terminer sur ce mode-là, il y a aussi tous les projets perso annexes, on va dire, à la charge de travail pure d'un thérapeute. Donc ça va être, bah, moi par exemple, c'est alimenter mes réseaux sociaux, mais ça va être aussi, tiens, est-ce que j'ai envie de faire un groupe? Est-ce que j'ai envie de proposer telle prestation? Si j'ai envie de faire ça, dans quel cadre, dans quel contexte? Est-ce que ça me stimule ou pas? Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Enfin voilà, c'est tout ça, ça vient nourrir aussi. Et ça rejoint beaucoup le concept de flow que j'ai juste mentionné sur un des posts de cette semaine. Donc je vous laisserai aller voir de votre côté le concept de flow ou n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse un contenu, soit vidéo, soit sur les réseaux Instagram, que sais-je, si vous avez envie que je développe un peu le concept de flow parce qu'il est vraiment très intéressant. Moi, il m'a beaucoup parlé pour aligner comme ça ce que j'avais envie de faire dans le temps imparti, comment réaliser aussi la valeur qu'on donne à nos temps de repos. Est-ce qu'on les utilise à bon escient dans une idée d'équilibre psychique, mais aussi de sentiment de bien-être. Enfin bon, je ne vais pas rentrer plus dans le sujet parce que ça peut être justement l'objet de tout un contenu. Le dernier mode auquel j'ai pensé, ils sont certainement pas exhaustifs, il y en a peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses qui vous viennent dans les modes qu'on pourrait un petit peu catégoriser. C'est des étiquettes complètement subjectives hein, que j'ai mis. Il n'y a pas d'études, enfin à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de théorie là-dessus. C'est juste moi qui ai catégorisé un petit peu ces différentes façons d'habiter les temps creux, les temps off. Et donc le dernier mode que j'ai appelé le mode fuite. Je l'ai un tout petit peu mentionné tout à l'heure pour expliquer pourquoi des fois on va essayer de compenser des ressentis un peu négatifs ou de vide, d'ennui ou tout ce qui va nous faire subir entre guillemets ces temps creux et des fois on va fuir, on va éviter de vivre ce côté un peu plus négatif en allant se surnourrir, j'ai envie de dire parfois. Ça dépend comment on l'utilise, hein. Dans les réseaux sociaux, alors c'est un peu paradoxal parce que je vous en parle sur un réseau social et je vous dis d'aller voir mes réseaux sociaux, j'entends le paradoxe, mais ça va surtout dépendre de l'usage qu'on en fait. Est-ce qu'on se perd? Est-ce qu'on scrolle indéfiniment jusqu'à ce que notre autre patient vienne nous tirer la sonnette, entre guillemets, peut-être d'alarme pour arrêter ces ruminations sur ce côté je sais même plus où je suis, ce que je suis sur les réseaux, je scrolle et il n'y a plus rien qui se passe autour. Ça peut même générer un petit état de dissociation hein, pour certaines personnes, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Et si vous êtes dissocié, même légèrement, juste avant une séance, c'est pas que vous vous tirez une balle dans le pied, mais bon, un petit peu quand même, et c'est surtout que la séance, elle sera un petit peu plus difficile à gérer. Ça va augmenter le risque que vous vous sentiez frustré, déçu,
de votre prestation, on va dire, de ce que vous allez délivrer à votre patient pendant cette séance, parce que vous n'aurez pas fait ce boulot aussi de centration. Et ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose que je fais. Alors, on pourrait en parler parce que c'est dans les temps creux, mais en réalité, c'est même un temps très spécifique pour moi, que je conceptualise comme ça, c'est le temps juste avant que le patient arrive. J'ai fait un post sur Instagram là, il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus exactement, sur justement anticiper la séance, préparer la séance pour les thérapeutes et pour les patients. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire juste avant pour optimiser vraiment la qualité de la séance. Et ça change, mais vraiment de fou, la qualité de la séance à chaque fois. Faut-il encore le faire? Des fois, c'est un petit peu une rigueur à se donner. On n'est pas obligé de le faire chaque fois, bien évidemment, que ce soit pour les patients ou pour nous. Mais d'avoir une petite routine d'hygiène comme ça peut être intéressant. Routine qui n'est pas censée être rigide. Alors ça, c'est un peu mon mojo, hein. La rigidité, c'est pas trop pour moi. Je préfère et je trouve que ça a beaucoup plus de sens en termes de santé mentale aussi, quelque chose de flexible, qui va répondre à nos besoins les plus justes au moment où on va le sentir. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de rituels possibles, d'outils disponibles, et de sentir à quel moment tel rituel, tel outil va avoir un sens, si c'est dans cette idée de se préparer une séance, par exemple. Ça peut aussi marcher pour les séances, mais si on a que des outils, si on a que alors, rituels, c'est bizarre de le dire comme ça pour des séances, mais si on a que une panoplie d'outils pour gérer nos séances, on va aussi éprouver beaucoup de difficultés parce qu'on n'aura pas toute la base, j'ai envie de dire, théorico-pratique. On n'aura pas toute la base théorique déjà. Souvent, quand on n'a que les outils, on ne sait pas vraiment précisément ce que ces outils viennent bouger en termes d'enjeux développementaux, en termes d'enjeux tout court, en fait, psychiques chez notre patient, ce que ça génère au niveau du cerveau, ce que ça vient générer en termes de problématiques, ce que ça vient stimuler aussi en termes de ressources, au-delà de je propose un outil pour ancrer mon patient. Ça, ok, mais c'est pas suffisant pour savoir exactement ce qu'on fait. Et du coup, en fait, quand on est dans ce genre de situation, on ne sait pas non plus comment adapter nos outils en fonction de la situation particulière de notre patient parce qu'en fait on sait pas très bien les tenants et aboutissants de ce qu'on est en train de faire. Donc on peut pas les adapter si on sait pas le détail, la particularité de chaque chose. Je rentre sciemment pas dans le détail justement là-dedans parce que c'est des choses dont je parle beaucoup dans la formation psychothérapie, comprendre, ressentir, agir. Bien évidemment, dans toutes les autres formations que je propose, je vais aussi dans le détail en fonction des problématiques qu'on aborde. Donc là, actuellement, il y a déjà la formation sur le trauma et la dissociation qui est disponible. Il y a également la formation sur les problématiques de deuil qu'on peut accompagner en thérapie. Et en ce moment aussi, je suis en train de continuer la formation que j'ai quand même mis en pré-vente sur les émotions en thérapie, apport et application des neurosciences affectives qui est exceptionnel. Pour l'instant, les vraiment deux gros bébés en termes de formation, c'est psychothérapie, comprendre, ressentir, agir, et les émotions en thérapie, apport et application des neurosciences affectives, parce qu'elles sont hyper complètes, et à la limite, si vous devez prendre que deux formations, alors j'allais dire dans toute votre vie, ça c'est un petit peu prétentieux quand même, mais si vous deviez prendre que deux formations parmi toutes les formations que je propose, c'est ces deux formations-là, avec quand même une priorité sur psychothérapie, comprendre, ressentir, agir, parce qu'elle recense toutes les fondations du processus thérapeutique, de comment on peut comprendre ce qui se passe en séance, en dehors de tous les outils. Les outils vont venir, les outils pour moi c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il faut que le gâteau soit bien constitué avec tous les ingrédients, etc. Si on sait pas ce qu'il y a dedans, bah on va essayer de foutre des cerises partout pour avoir l'impression qu'il y a un gâteau, mais en fait c'est juste un amas de cerises. Les cerises c'était les outils, si vous avez bien sûr. Pour revenir à notre sujet des temps creux, c'est super intéressant, je trouve, comme travail, même si c'est challengeant, parce que ça vient nous apprendre plein de choses. Notre rapport à notre travail, notre rapport au vide, bien évidemment, notre rapport à la performance aussi, à la tranquillité d'être et non que de faire. C'est cette peur de ne rien faire. Est-ce que si j'existe seulement, est-ce que si je me contente d'être, est-ce que je reste tranquille ou pas? Ou est-ce que il y a de la culpabilité, il y a de l'émotion, il y a de l'irritation, il y a de la tristesse. Bon, et tout ça, ça peut être des indications aussi des dysfonctionnements émotionnels potentiels que vous pourriez avoir à travailler perso. Donc c'est toutes ces petites choses qui viennent nous indiquer plein de choses en fait sur nous, notre identité, notre chemin, notre avancement là dans notre chemin personnel et dans notre chemin professionnel. Donc je ne peux que vous conseiller
d'anticiper un petit peu ces périodes de vide en vous donnant des petits challenges. Est-ce qu'il y a un vide que vous allez expérimenter en tant que vide? Vous allez vous dire, ok, là, j'ai une petite période de trou dans ma journée et je vais essayer de rien faire. Je vais essayer d'exister, je vais essayer de vivre, je vais essayer d'être présente à moi ou présent à moi sans essayer de faire quelque chose. Est-ce que ça va être justement à d'autres moments de vous planifier une espèce de petite liste mentale, ou vous pouvez même l'écrire si vous voulez, d'activités que vous pourriez faire sans que ça vous décentre trop de votre mobilisation travail. Moi, je sais que dans les débuts, j'avais besoin de faire une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que je choisissais des activités qui me demandaient pas énormément d'énergie cognitive, on va dire, parce que sinon j'avais l'impression de ne pas gérer, de pas être bien préparée pour la séance d'avant. J'avais du mal à lâcher en fait le fait qu'il fallait que je sois prête quoi pour la séance d'après. Donc vous faites aussi avec les intermédiaires dont vous avez besoin parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Vous pouvez bien évidemment vous créer un rituel entre deux patients, mais je ne peux que vous inviter à ne pas créer qu'un seul rituel, à vous créer plusieurs rituels, histoire de ne pas dépendre d'un rituel qui, le jour où il ne fonctionnera plus, et ben c'est pas que vous serez dans la difficulté, pour le dire correctement, mais voilà, mais quand même un petit peu. Enfin, vous serez en difficulté parce que bah, finalement, vous aurez créé un système rigide qui va vous piéger vous-même. Donc, pas top. Donc, créez plusieurs rituels et puis nourrissez. Se prendre soin, qui est une des émotions de base dans la théorie des émotions de base de Jack Panksepp que je transmets dans la formation Les émotions en thérapie, apport et application des neurosciences affectives. C'est vraiment une des émotions qu'on a tous dans notre cerveau. Dans la puissance de cette théorie, c'est qu'elle est vraiment allée voir en IRM fonctionnel les chemins neuronaux significatifs qui viennent parler d'émotions. Donc on a 7 émotions de base, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus complexe et du coup beaucoup plus riche que la théorie des émotions primaires, des émotions secondaires, qui vient initialement de Paul Ekman et qui date chronologiquement, qui date beaucoup et qui en plus, bon ça c'est pareil, j'en parle beaucoup dans la formation sur les émotions en thérapie pour comprendre en fait tout le parcours historique, mais ça c'est vraiment juste l'introduction, hein, parce que clairement c'est pas du tout ce qu'on fait à plus de 50% dans la formation. On va vraiment dans le détail des 7 émotions de base, de leur activation normale, de leur suractivation, de leur sous-activation, des perspectives thérapeutiques, c'est-à-dire comment on travaille avec le patient s'il est sous ou suractivé, etc., etc. Et bien évidemment de l'interconnexion de toutes les formations entre elles. Donc si vous avez envie d'aller plus loin sur toutes ces thématiques, parce qu'en fait j'ai abordé tout un tas de choses, bah, allez voir les formations que vous pouvez retrouver sur le site l'espacedelette.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire en MP sur les réseaux ou sur le site internet, bien évidemment, je pourrai y répondre avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine thématique ou en tout cas pour une prochaine vidéo. À bientôt!